Ma femme a volé l'argent des études de notre fille pour financer sa dépendance au shopping et veut que j'en porte la responsabilité, avec des mises à jour, publication originale. Je suis coincée entre le marteau et l'enclume, et je ne sais pas quoi faire. Le problème, c'est que je ne peux en parler à personne de proche, pour des raisons de confidentialité. Je suis avec ma femme, Andrea, 48 ans, et ma belle-fille, Cassie, 17 ans, depuis maintenant 8 ans. Je les aime toutes les deux à la folie, et Cassie est une jeune femme très brillante. Nous avons reconnu son potentiel. Alors, Andrea et moi avons décidé de constituer un fonds universitaire pour Cassie afin qu'elle ne soit pas écrasée par les dettes. Au fil des années, il a atteint plus de 200 000 $. Cassie est au courant et compte dessus puisqu'elle essaie d'entrer dans une université de l'Ivy League. Pour faire court, la semaine dernière, j'ai découvert que près de 170 000 $ de cet argent avait disparu du compte. J'ai paniqué et demandé à Andrea si elle savait quelque chose. Elle s'est mise à pleurer et a dit qu'elle dépensait cet argent depuis des années pour financer son habitude de dépenses compulsives. J'étais furieux, mais j'ai eu un moment de lucidité. J'ai assez parcouru ses subreddits pour savoir qu'une liaison était possible, alors je lui ai demandé si elle en avait une. Elle l'a catégoriquement nié et a proposé toutes les preuves dont j'avais besoin. Compte de réseaux sociaux, email, téléphone professionnel, tout. Elle a aussi proposé de me montrer les reçus. Rien ne m'a paru suspect, et les calculs des reçus correspondaient aussi, alors j'ai laissé tomber. Mais il nous restait toujours le gros problème de l'argent disparu. Elle s'est décrite comme accro au shopping, et l'argent du compte de Cassie était tout simplement trop tentant pour ne pas l'utiliser. Elle n'a pas cherché d'excuses, mais n'a proposé aucune solution non plus. Comme je l'ai dit, j'étais plus que furieux. Elle a ruiné les chances de Cassie d'aller à l'université sans dette et a changé la trajectoire de toute sa vie. Je lui ai demandé de rester chez sa sœur pendant que j'essayais de comprendre quoi faire. Cassie s'inquiétait de la raison de son départ, mais nous avons simplement dit que nous avions besoin d'un peu d'espace. J'ai demandé à Andrea de rentrer hier et nous avons eu une très longue discussion sur la façon de gérer cela. Elle m'a interrompue et m'a demandé une faveur. Elle m'a demandé si je pouvais porter le chapeau à sa place. Pour le contexte, elle et Cassie ne s'entendent pas pour diverses raisons, et vu à quel point Cassie est indépendante, elle partira probablement juste après l'université, voire pendant. En fait, Cassie et moi nous entendons très bien, et elle vient me voir pour beaucoup de ses problèmes. Andrea craint que cela éloigne Cassie d'elle pour toujours, et elle ne veut pas la perdre. Je lui ai dit qu'avant même d'envisager cela, elle devait reconnaître son erreur et l'assumer. Elle devait suivre une thérapie individuelle, nous devions faire une thérapie de couple, elle devait trouver un groupe de soutien pour acheteurs compulsifs, et je contrôlerai désormais les finances à partir de maintenant. Elle a dit que ces conditions étaient sévères, mais justes. J'ai dit qu'elle devait dire à Cassie ce qu'elle avait fait, s'excuser et espérer le meilleur. Elle a refusé et a dit qu'elle ne pouvait jamais perdre Cassie. Elle a dit que je pourrais survivre à cette erreur, mais pas elle. Je lui ai dit que, pour que j'envisage même de prendre le blâme, elle devait accepter mes conditions. Je ne sais absolument pas quoi faire. La dernière chose que je veux, c'est mentir à Cassie, mais je ne veux pas qu'Andrea et Cassie se séparent pour toujours. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que la vie de Cassie est ruinée dans tous les cas. Je ne sais pas comment reconstituer l'argent, à part peut-être emprunter sur mon plan 401 CAF. Avez-vous des suggestions? Le divorce est toujours une option. Mais j'aime Andrea malgré ses erreurs, et recommencer à sortir avec quelqu'un. À 52 ans me semble presque impossible. Passons maintenant aux meilleurs conseils avant de lire les mises à jour. Peut-être que la raison pour laquelle elles ne s'entendent pas est que Cassie reconnaît qu'Andrea est du genre à faire ce genre de choses et à culpabiliser les autres pour qu'ils prennent le blâme au lieu d'accepter ce qu'elle a fait et comment cela a affecté sa famille. Même si cette conversation sera difficile pour Andrea maintenant, elle pourrait montrer à Cassie que sa mère est capable d'admettre ses erreurs et de grandir. Prendre le blâme et la laisser le découvrir plus tard, à mon avis, risque d'aggraver les choses. Andrea est veuve et Cassie a très mal vécu la mort de son père, car elle était très jeune. Selon Andrea, beaucoup de leurs problèmes ont commencé là, avec le chagrin et la colère. Puis Cassie a grandi et elle est devenue un peu garçon manqué. Andrea est plutôt très féminine et ne comprend pas la façon dont Cassie s'habille de manière garçon manqué. Elles ne sont d'accord sur presque rien. Cassie veut devenir physicienne. Andrea veut qu'elle fasse quelque chose qui rapporte davantage d'argent. En plus, il y a les conflits habituels d'adolescentes avec sa mère. Elles ont des disputes hurlantes dans lesquelles je dois intervenir. Mec, comment n'as-tu pas vu que tout l'argent avait disparu ou que ta femme achetait toutes ces choses? Pour répondre à ta question,
Je n'avais vraiment rien à voir avec le compte à part y verser de l'argent. Je l'ai simplement cru sur parole. Elle me montrait des relevés de temps en temps, donc je n'avais aucune raison de soupçonner quoi que ce soit. En plus, nous avons des finances séparées, sauf un compte commun pour les dépenses du foyer et les factures. Même si Cassie est ma fille, officiellement je ne suis que son beau-père, donc Andrea gère toutes les affaires liées à ses finances, sauf si Cassie me demande quelque chose directement. De plus, je n'étais pas le seul contributeur. Ses grands-parents des deux côtés ont contribué, ainsi que mes propres parents. Je n'ai découvert ce qui se passait que lorsque ma femme a laissé un relevé bien en vue. Je pense maintenant qu'elle a simplement empoché tout l'argent qu'elle recevait et falsifié les relevés. Je connaissais le montant qui était censé être là, car une grande partie de l'argent est arrivée au début. Ses grands-parents ont initialement contribué 75 000 $. Les miens ont ajouté 30 000 $, plus le montant que j'ai versé au fil des années. Ne prends pas dans tes économies, mais dans les siennes. Fais-la vendre tous ses biens. Je lui ai demandé de prendre de l'argent de son compte pour rembourser, mais elle a dit que protéger sa retraite était important pour elle et qu'elle pouvait contracter un prêt, puisque son crédit est excellent. Étonnamment, elle ne fait pas exploser ses cartes de crédit. Maintenant, je sais pourquoi. En plus, j'hésite à faire ça. Je comprends que tout le monde veuille qu'elle paie pour ça, et moi aussi. Cependant, si je dois rester avec Andrea, je ne veux pas qu'elle doive continuer à travailler jusqu'à sa mort. J'aimerais profiter de notre retraite ensemble. Ma retraite est très solide, et j'ai aussi quelques investissements et un héritage. Je pourrais encaisser le choc. Le plus important, c'est que Cassie puisse aller dans l'école qu'elle veut et qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. Mais les commentaires ont raison. Je ne vais pas laisser Andrea s'en tirer. Elle va payer pour ça, et elle le dira à Cassie. Ne prends pas le blâme. Le fait que ta femme admette son erreur auprès de sa fille est la seule façon pour que son addiction commence à s'arrêter. Si elle ne peut pas admettre ses torts devant la personne que cela blesse le plus, elle ne peut pas avancer dans son addiction. Et en plus, prendre le blâme ne va pas améliorer la relation de ta fille avec sa mère. Cela va seulement créer une situation où elle aura l'impression d'avoir deux parents en qui elle ne peut pas avoir confiance ni compter. Ne lui enlève pas cela en te transformant en un autre adulte peu fiable à ses yeux. Tu veilles toujours à son meilleur, inquiéré, et elle devrait le savoir. À 100% ça. Ne prends pas le blâme. Ta femme a fait son lit, qu'elle s'y couche. Elle a fait ça à sa propre chair et son propre sang. Ne sois pas son bouc émissaire. Tu aimes Cassie et tu ne mérites pas les retombées qui vont arriver. Passons maintenant aux mises à jour. Après que tout le monde ici m'a remis les idées en place, j'ai compris que je ne pouvais pas mentir à Cassie. Je l'aime trop et elle mérite la vérité absolue, aussi laide et difficile soit-elle. Je vais parler à Andrea et lui dire que nous devons lui dire la vérité ensemble comme condition pour rester ensemble, sinon j'engagerai une procédure de divorce et je le dirai quand même à Cassie. De plus, comme quelqu'un l'a suggéré, je ne veux pas qu'elle essaie de retourner la situation contre moi, donc j'enregistrerai nos échanges à partir de maintenant. Merci. Mise à jour 2. Je veux remercier tout le monde ici de m'avoir vraiment ouvert les yeux hier. Vous avez tous raison. Je dois mettre Cassie en premier. Et comme je l'ai dit, je dirai toute la vérité. Même si elle se met en colère contre moi et me renie, au moins je saurai que j'ai fait ce qu'il fallait. En plus, je vais payer moi-même l'université. Je peux prendre de l'argent à plusieurs endroits, comme ma retraite et mon héritage, donc ça ira. Si je dois vivre un peu plus frugalement pendant ma retraite et travailler quelques années de plus, ainsi soit-il. Cassie en vaut la peine. Honnêtement, je doute que sa mère vende ses affaires, c'est pourquoi je prends cette voie. Quant à Andrea, on m'a critiqué parce que je voulais soi-disant la laisser s'en tirer, mais c'est facile à dire quand des sentiments profonds ne sont pas impliqués. Cela dit, je ne pense pas pouvoir rester avec elle. Ce qu'elle a fait est horrible et elle a ruiné l'avenir de notre fille à cause d'une addiction. Nous avons eu une longue discussion tard hier soir, et j'ai menacé de divorcer si elle ne disait pas la vérité à Cassie. Elle m'a supplié de ne pas le faire, mais j'ai tenu bon, et elle a fini par accepter, seulement si j'acceptais de ne pas divorcer, et si je l'aidais à réparer leur relation. Je ne ferai probablement ni l'un ni l'autre. Elle a fait son lit, qu'elle y dorme. Passons maintenant à la deuxième histoire. J'ai tué mon père et je ne le regrette pas. Avec mise à jour, moi, femme de 27 ans, je n'ai jamais vraiment eu une excellente relation avec mon père, homme de 55 ans. Quand j'avais 6 ans, lui et ma mère ont traversé un divorce atroce. C'était si mauvais que ma mère a eu recours à des substances pour tenir le coup. Ça a tellement dégénéré qu'elle a fait une overdose, a dû aller en cure et j'ai été forcée de vivre avec mon père. Pendant les premières années, c'était génial. J'étais son unique enfant, donc j'étais vraiment gâtée.
Et c'est resté comme ça jusqu'à mes 9 ans, quand mon père a rencontré celle qui est aujourd'hui sa femme, que je vais appeler Chérie. Je n'ai jamais aimé Chérie, parce que j'avais l'impression qu'elle essayait de me voler mon père. Chaque fois que j'avais un événement scolaire, je voulais que mon père vienne. Chérie l'empêchait toujours de venir. Je faisais de l'athlétisme et du football. Mon père venait toujours à mes petits matchs de jeunesse, mais quand Chérie est arrivée, il avait toujours quelque chose de mieux à faire. Chérie a aussi des enfants. Elle a 2 fils et une fille. J'aimais plutôt avoir d'autres enfants dans la maison parce qu'être enfant unique devenait ennuyeux. Je m'entendais très bien avec ses enfants. Sa fille et moi avions le même âge. Et ses fils avaient 2 ans de plus que nous. Des jumeaux. En grandissant, mon père s'est de plus en plus éloigné de moi et s'est rapproché des enfants de Chérie. Il allait aux événements scolaires, aux matchs, aux récitals, aux réunions parents-professeurs, à tout ce qui impliquait les parents. Il se montrait toujours pour les enfants de Chérie, et jamais pour moi. C'était devenu si grave que nous avons dû organiser une réunion avec mon père et une conseillère d'orientation, parce qu'elle avait remarqué que mes notes commençaient à baisser et que je ne participais plus à rien. Et devinez quoi, mon père n'est même pas venu à la réunion. J'ai commencé à haïr lentement mon père après ça, et je n'essayais même plus de lui parler. Le point de rupture pour moi a été mon 15e anniversaire. Je suis colombienne, et tout le monde sait que dans la communauté latine, le 15e anniversaire est le jour le plus important pour une jeune fille. Pendant le mois de mon anniversaire, mon père a réellement commencé à me reconnaître et nous avons commencé à organiser ma quinceañera. Et j'étais la plus heureuse que j'ai été depuis des années. Nous avons choisi la salle, ma robe, la chanson sur laquelle mon père et moi allions danser, nous avons envoyé les invitations, choisi les décorations. Tout se passait très bien jusqu'à une semaine avant la fête. Tout était payé, les gens avaient déjà confirmé, et tout était gravé dans le marbre. Jusqu'à ce que mon père annonce que nous partions en vacances le jour de ma quinceañera. Je lui ai demandé ce qu'il en était de ma fête, et il a dit qu'il l'avait annulée et qu'il voulait partir en vacances à la place. J'ai fait semblant d'être d'accord, j'ai dit d'accord, puis j'ai demandé où nous allions. Alors Chérie a ri et a dit que je ne venais pas avec eux, et que j'allais rester chez ma grand-mère à la place. Après ce jour, j'ai simplement décidé d'abandonner toute relation possible entre mon père et moi. Je n'ai plus eu d'anniversaire, plus de cadeaux de Noël, et j'ai dû quasiment me débrouiller seule, ce qui était fou parce que ma famille était riche et très à l'aise. J'ai dû trouver un travail pour pouvoir acheter de nouveaux vêtements et chaussures, des produits d'hygiène, des produits capillaires, etc. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai déménagé et je suis allée vivre chez ma grand-mère. Puis j'ai coupé toute communication avec mon père et sa famille. J'ai obtenu mon diplôme du lycée et je suis allée à l'université pour étudier l'orthodontie. Les années ont passé et je n'ai jamais parlé à mon père ni entendu de nouvelles de lui ou de sa famille, jusqu'à ce que je reçoive un appel d'un hôpital. C'était pour dire que mon père avait eu un grave accident de voiture, qu'il était pratiquement mort et sous assistance respiratoire, et que j'étais la dernière personne sur sa liste d'appels d'urgence, et que personne d'autre n'avait répondu. Je suis allée à l'hôpital et ils m'ont répété ce qu'ils m'avaient dit au téléphone. Puis ils m'ont demandé si je voulais maintenir l'assistance respiratoire, et sans réfléchir, j'ai dit non, et j'ai dit de la débrancher. Il avait tué mon esprit, alors j'ai débranché la machine, et je ne me suis pas sentie mal du tout. Des années ont passé depuis ce jour, et j'ai maintenant un mari et 3 enfants que j'aime à la folie, et je ne me sens toujours pas mal pour ce que j'ai fait. Passons maintenant aux meilleurs commentaires. Je suis surprise que tu aies même été sur la liste. Pour être honnête, est-ce qu'il a juste oublié de te retirer? Je suis aussi curieux de savoir comment ou pourquoi personne d'autre n'a répondu, puisqu'on dirait que la seule personne qu'il ait négligée, c'était toi. Et aussi, quelles ont été les retombées? Le reste de sa famille a forcément fini par apprendre que tu avais choisi de retirer l'assistance respiratoire. Je ne vais pas mentir, c'est assez sombre. S'il avait une directive de non-réanimation, ou si le médecin a dit qu'il n'avait aucun espoir, ou qu'il allait finir en état végétatif, alors bien sûr, coupe tout et pars. Mais était-ce même le cas? On dirait que tu as encore des démons en toi qui doivent être exorcisés. Tu devrais peut-être en parler à quelqu'un. Pour répondre à ta question, à ma connaissance, mon père n'avait que 2 personnes sur sa liste de contacts d'urgence, sa mère et sa tante. Ma grand-mère est morte quelques mois avant son accident de voiture, et ma tante était en vacances à peu près à ce moment-là. J'ai moi-même été assez surprise d'apprendre que j'étais aussi sur la liste. De plus, il était essentiellement en état de mort cérébrale après l'accident, et il n'y avait vraiment rien qu'ils auraient pu faire. Dans ce cas, ça a plus de sens. Et il n'a clairement jamais pris la peine de mettre cette liste à jour, puisque même sa femme n'y était pas.
en supposant qu'ils étaient encore ensemble ou qu'elle n'était pas dans la même voiture. Le pire que tu aies fait, c'est refuser à ceux qui se souciaient de lui la chance de lui dire adieu, ce qui, si la façon dont il t'a traité est un indice, ne concernait probablement pas grand monde. Continue à essayer de vivre ta meilleure vie. Tu devrais aussi peut-être ajouter ce point pour que les gens ne te prennent pas pour une sorte de sociopathe. Alors, qu'est-il arrivé à Sherry et à ses enfants? Pourquoi n'étaient-ils pas sur la liste? Quelle a été leur réaction à la décision? Mon père avait un testament, a créé des fonds fiduciaires pour les enfants de Sherry et a laissé de l'argent à Sherry, ainsi que la maison, puis a partagé tout le reste entre certains membres de la famille. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas sur la liste. C'était déjà une surprise que moi j'y sois, et ils étaient bouleversés. J'ai débranché la machine. S'il était en mort cérébrale, tu ne l'as pas tué. À mon avis, c'est la chose la plus douce que tu puisses faire pour eux. Je pensais que ça allait partir dans une autre direction. Qu'est-il arrivé à Sherry et aux autres enfants? Eh bien, aux dernières nouvelles, Sherry s'est remariée. Ses 2 filles aînées sont aussi mariées et ont leur propre famille. Et sa fille est mère célibataire. Je veux dire, où étaient Sherry et leurs enfants quand papa était à l'hôpital? Personne d'autre n'a répondu. Ont-ils expliqué? Est-ce qu'ils se sont souciés du fait que tu aies pris la décision finale? Ils n'étaient pas sur la liste des appels d'urgence, donc ils ne savaient pas. Passons maintenant à la mise à jour. Donc, beaucoup de gens se demandaient pourquoi c'était moi qui avais dû prendre la décision de mettre fin à son assistance respiratoire et pourquoi Sherry n'était pas sur sa liste de contacts d'urgence, et ça m'a aussi fait réfléchir. Alors, pour offrir un peu de tranquillité aux inconnus que j'ai laissés entrer dans ma vie, j'ai décidé d'appeler la fille de Sherry. C'est la seule avec qui je suis encore en contact, et je lui ai demandé si elle savait quelque chose à ce sujet. Elle m'a dit que papa et Sherry avaient divorcé environ 2 ou 3 mois avant son accident de voiture et que personne ne le savait parce qu'ils voulaient garder ça dans la famille. Personne ne connaît encore le divorce à part Sherry et ses enfants, moi, et maintenant des milliers d'inconnus. Aussi, je veux vous dire que j'ai eu une quinceañera de rattrapage quand j'étais à l'université. Elle n'était pas aussi grandiose que celle que j'étais censée avoir, mais honnêtement, je m'en fichais. Je l'ai simplement passée avec les personnes que j'aimais profondément. Pour moi, aussi, je veux juste dire à ceux qui me traitent de psychopathe que cela s'est passé il y a un peu, plus de 3 ans, et que je suis maintenant une personne totalement différente. Je suis en thérapie depuis avant cet incident, et j'ai laissé derrière moi tous les démons que j'avais en moi il y a des années. J'ai pardonné à mon père, et je ne me concentre plus seulement sur les mauvaises choses qu'il m'a faites. Je ne pense qu'à tous les bons moments que nous avons eus, et aux périodes où il était un père plutôt correct avec moi.